Notre prochain invité, c'est le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Mathieu, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. La vie va vite? On dirait que je vais toujours La très... vie va vite? Ça va vite, mais ça va toujours très bien quand je viens de vous voir. Mathieu, moi, je vais vous demander la première chose avec laquelle je vais... Comment vous avez trouvé ça la semaine dernière, le dépôt du budget de M. Girard? Parce que vous êtes dans vos premières journées, vos premières armes là, de l'Assemblée nationale. Ben, Ça doit être assez impressionnant, là, le dépôt du budget, là, parce que tout le monde se lève là, pour applaudir le ministre. Puis, oui. Comment vous avez trouvé ça? Ben, c'est enivrant. Hein? C'est quand même, comme tu dis, c'est une première expérience pour moi d'avoir ce premier dépôt-là et d'être assis à l'intérieur de l'enceinte là, du Salon Bleu. Fait qu'effectivement, c'est assez impressionnant de voir aussi la réaction de l'opposition, de voir, moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est le travail de mes collègues ministres, puis de voir comment il y a une cohérence entre chacun des ministères, puis de se dire comment ce travail d'équipe-là, c'est comme ça que j'ai envie de t'en parler, ce travail d'équipe-là, comment je le trouve cohérent, puis de voir ce travail-là qui est fait, puis l'espèce de connivence qui existe entre chacun des ministères sur certains dossiers. Là, on s'entend que ce n'est pas tous les dossiers, mais quand on parle de santé, bien, il y a un volet de santé mentale, il y a un volet également pour les aînés. Donc, tout ce volet-là de travail qui est fait puis qui était présenté par Éric Girard, tu peux te dire que c'était assez impressionnant. Puis moi-même, là, dans les prochains jours, là, je crois que c'est demain d'ailleurs ou mercredi, à l'Assemblée nationale, je vais faire quelques commentaires là, sur le budget, puis de pouvoir en parler aussi avec mon regard d'adjoint gouvernemental à la culture, donc de parler aussi de la partie du budget culture et de la valorisation de la langue française. Donc, effectivement, c'est tout à fait impressionnant. Bon, il faut mentionner que, je ne sais pas si ce sont tous les députés, là, mais plusieurs députés participent à des travaux en commission parlementaire. Oui. Vous venez d'en parler, là. Il y a une séance de la commission de la culture et de l'éducation concernant les initiations dans le hockey junior. Oui. Bon, on sait que récemment, on a entendu parler du hockey junior. Quelle est votre intervention à ce niveau-là par rapport à une commission parlementaire? On en est où dans ce dossier-là? Est-ce que le gouvernement va imposer? Il y a tout un travail qui doit se faire lorsqu'on fait une commission. Puis je trouvais ça intéressant d'en parler parce que c'est un volet. Lorsqu'on est ici en comté, bien, les gens ne savent pas vraiment toujours comment est organisé le travail à l'Assemblée nationale. En plus de siéger, ce qu'on voit surtout, c'est la période de questions. Mais il y a tout ce volet parlementaire-là des commissions qu'on réalise. Puis moi, effectivement, je siège sur la commission de culture et éducation où, là, dans les dernières semaines, on a travaillé à entendre, à faire des auditions de différents groupes. Hockey Québec, Hockey Canada, le nouveau commissaire qui a été nommé, qui remplace M. Courteau. Là. Les gens ont suivi ça, on en a entendu parler parce que c'est effectivement pas drôle ce qui se passe là, actuellement là, dans le monde du hockey. Plus qu'on avance, surtout. Moi, j'ai toujours l'intention d'en parler positivement dans le sens de se dire il se passe des belles affaires aussi au Québec, là, au niveau de l'apprentissage des jeunes, mais il y a quelque chose qui se met sur pied actuellement pour donner davantage de formation à nos entraîneurs, pour s'assurer qu'ils signent aussi des documents de procédures, de protocoles, de façon de faire, que les équipes se dotent. Puis ça, c'est ma collègue Isabelle Charret qui a mis ça sur pied dans les dernières années. Mais effectivement, actuellement, de savoir comment dénoncer aussi par SportAide, d'aller cliquer sur le petit bouton « Je dénonce », donc de savoir comment ça fonctionne. Donc, on en parle aux médias actuellement. Mais moi, oui, personnellement, je siège. Puis je trouve ça extraordinaire parce qu'il y a tout ce volet-là qui est non partisan. Donc, d'être assis à la même table, si on veut, avec des gens comme le député Ciccone, le député Vincent Marissal, notre équipe aussi gouvernementale au niveau de la CAQ. C'est tous les partis qui sont représentés. Tous les partis qui sont représentés. Chaque parti a un nombre de minutes pour intervenir auprès des gens qu'on entend en commission. Donc, je peux vous dire que c'est des journées assez intenses, là. On peut entendre, ça dure 1 heure à chaque fois. On peut entendre 5, 6, 7 intervenants par jour. Ça fait des bonnes journées, mais à la suite de ça, il y aura un rapport qui va être rédigé par la commission, qui va faire des recommandations au gouvernement du Québec pour voir comment qu'on peut changer les choses, entre autres au hockey, mais pas juste au hockey, dans l'ensemble des sports au Québec. Bon, on a vu les images de ça, là. C'est que vous êtes assis autour d'une table, puis tous les députés posent des questions aux gens concernés. Là. Probablement, c'est Mario Cicchini là, qui est-ce que c'est lui Ciccone qui avait fait la demande. Il y a Vincent Marissal aussi, là, qui étaient les acteurs principaux qui ont demandé au gouvernement du Québec de faire la lumière, si on veut, sur qu'est-ce qui se passe, et toute notre équipe de commission. Puis dans les commissions, dans le fond, ça sert à faire des projets de loi, donc étudier article par article. Je n'ai pas encore fait ce processus-là. Là, on est plus dans un volet d'audition, donc d'entendre les acteurs du milieu,
venir nous informer, ils se préparent de rédiger des mémoires, de les déposer à l'Assemblée nationale et nous, par la suite, de faire le rapport qui concerne là, la violence et effectivement les initiations au hockey junior. OK. Mais on parle beaucoup de hockey, mais on parle de culture et d'éducation. Parce que la culture, ça vous rejoint plus. Parce que dans une autre vie, là, vous étiez... dans la vie actuelle aussi, j'ai vraiment un mandat spécifique d'appuyer mon collègue Mathieu Lacombe là, au niveau de projets spécifiques là, au niveau de la culture, mais aussi de mieux connaître, exemple, le budget actuellement qui a été déposé, de soutenir là, le travail qui est réalisé par l'équipe là, du cabinet du ministère de la Culture. Comment vous trouvez ça, commission parlementaire? Je trouve ça exceptionnel. Là, vraiment, là, je sais très bien que c'est un privilège de vivre ça, mais en même temps, d'avoir cet apport-là puis d'apporter notre regard qui est différent, j'ai envie de dire le mien, qui est quand même, j'ai une maîtrise en éducation, je connais le milieu de l'enseignement, donc d'avoir ce regard-là. Par contre, le milieu du hockey, c'est pas nécessairement quelque chose que j'ai connu vraiment. C'est pour ça que je vous pose la question. J'ai plus fait de la musique, mais ça nous permet de se renseigner, puis d'aller à l'écoute des gens, puis de se documenter aussi, c'est surtout ça, de se documenter sur qu'est-ce qui se passe actuellement dans l'actualité, mais aussi à l'intérieur des murs du hockey junior ou même de l'apprentissage des tout jeunes jusqu'au processus et d'accéder peut-être finalement au hockey professionnel. Il y a plusieurs sujets dont on veut traiter aujourd'hui, parce qu'on vous a une fois par mois. Là, il va falloir parler vite. Oui, ça va vite. Vous vouliez qu'on... on a parlé beaucoup, chaque fois que vous êtes venu nous voir, on a parlé beaucoup du dossier des ambulances et des ambulanciers à Saint-Jean-Port-Joli. Ouais. Puis à un moment donné, le président de la fraternité est venu ici, il nous a dit qu'il n'y avait pas eu de rencontre avec le député. Et quelques jours après, on apprend qu'il y a eu une rencontre. Ouais. Vous nous avez parlé que cette rencontre-là avait été positive. On est rendu où dans ce dossier-là? Parce qu'on est encore avec des horaires de faction à Saint-Jean-Port-Joli. Oui. Et on ne voit pas le jour où... Je vais corriger un petit peu ce qu'on se dit. Selon son vice-président, là, on ne voit pas le jour où tout ça va se régler. On en est où dans ce dossier-là, Mathieu? Bien, j'ai envie de dire, vous savez, dans chaque dossier, il y a plusieurs regards. Hein? Puis là, bien, on en avait un. Moi, ce qui m'importait, c'était de rencontrer l'ensemble des acteurs. Dans les dernières semaines, effectivement, on a rencontré M. Lévesque. Ça a été effectivement une rencontre positive. On a rencontré aussi ses employeurs. C'est ce qu'il a mentionné aussi quand il oui, tout à fait. Que pour une fois, il semblait vraiment avoir eu une écoute de votre part. J'ose espérer que dans l'ensemble des dossiers qu'on aura à gérer dans le Côte-du-Sud, ça sera toujours les réactions qu'on aura parce que je suis conscient de ce désir-là. Et ce désir-là que moi j'ai d'être à l'écoute, d'y aller un dossier à la fois assurément, mais d'avoir une équipe en or, extraordinaire, qui va être à l'écoute. On est là pour aider, hein? Fait que dans un dossier comme ça, c'est important de situer qu'est-ce qui se passe, puis de quelle façon on va pouvoir gérer cette problématique-là. Mais je vais faire quelques rappels. D'abord, je rappelle qu'en juin dernier, il y a 3,4 millions qui ont été investis ici, dans Chaudière-Appalaches, et particulièrement dans le Côte-du-Sud. Montmagny, hein, la transformation s'est faite. On a aussi proposé une transformation à Saint-Fabien, etc. Oui, on sait que ça... Un petit pas de recul. Virage, mais vous savez, puis, dans chaque transformation, puis on n'a pas fini, hein, parce que si on parle comme ça, je vais vous dire qu'est-ce qui va se passer en santé, dans Santé Québec. Il va y en avoir beaucoup d'éléments comme ça, de transformation. On a un gouvernement là, qui souhaite transformer des choses, dont le service préhospitalier. Puis on s'est rappelé, moi et M. Lévesque, que le service préhospitalier, ça faisait des décennies qu'on attendait le début de quelque chose dans la transformation de ce système-là. Puis moi, je suis un des premiers qui trouve ça extraordinaire, qu'est-ce qui a été annoncé par M. Dubé, c'est de se dire, dans le préhospitalier, on va faire du déploiement dynamique, on va faire de la paramédecine communautaire. Ça veut dire que les gens qui restent à la maison plus longtemps, dans les soins à domicile, les ambulanciers vont pouvoir jouer un rôle à l'intérieur de ça, mais c'est toute qu'une transformation. On parle de syndicats, on parle de façon de faire, on parle de méthode de payer le service qui est donné, soit par des organismes à but non lucratif, les ambulances, des compagnies privées, des coopératives, ça dépend. Ici, par Action, dans le fond, nous, on a rencontré les dirigeants par Action, les employeurs, si on veut, de M. Lévesque. Puis on a convenu d'un commun accord là, de se dire que nous, on va traiter le CI3S, la compagnie ambulancière et le service ambulancier par Action. Là. On va travailler ensemble pour trouver les meilleures solutions. Mais actuellement, tous les chiffres démontrent que ce qui se passe là, dans le Côte-du-Sud, tout le monde est en sécurité. Tout va bien. On a d'ailleurs rencontré les élus avec le CI3S pour bien expliquer comment ça fonctionne. Puis, à terme, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y en ait plus d'horaire de faction au Québec.
Donc, il faut laisser les gens travailler actuellement. Ce que je comprends, c'est de faire disparaître les horaires de faction partout au Québec. Ça va arriver. Particulièrement à Saint-Jean-Port-Joli, parce que c'est le dossier qui nous préoccupe. Tout à fait. J'ouvre une parenthèse pour... vous avez parlé de Saint-Fabien. On sait que le CI3S a mis sur pause là, le projet qui avait été annoncé. On est rendu où avec ça? Est-ce que ça va avancer? Oui, ça va avancer. Je pense que le manque qu'il y a eu, là, puis moi, c'est quelque chose aussi que je souhaite apporter, pas juste dans le Côte-du-Sud, mais au niveau du gouvernement du Québec. Lorsqu'on a des bonnes idées comme ça, des fois, il manque un peu le volet d'éducation dans nos milieux. Puis ce que je viens de vous parler là, paramédecine communautaire, déploiement dynamique, je ne suis pas sûr que les gens, on comprend bien qu'est-ce que ça veut dire. Lorsqu'on est chez nous puis qu'on voit que moi, j'avais une ambulance qui m'offrait un service et que ce service-là se transforme, il y a un peu d'éducation à faire. Puis je pense que c'est ce qui s'apprête à faire par le CI3S là, actuellement, dans les prochaines semaines, de faire un peu d'éducation puis de démontrer qu'est-ce que c'est ça, le déploiement dynamique et la paramédecine communautaire. Puis par la suite, quand on aura mieux saisi, bien, je pense que la transformation pourra arriver là, au meilleur pour le service des citoyens, évidemment. Donc là, c'est sur pause, mais est-ce que tout ça pourrait s'attacher en même temps? Bien, je pense que, comme je vous l'ai dit, là, avec Saint-Jean-Port-Joli? Comme je vous l'ai dit, le souhait de M. Dubé, là, c'est de faire une grande transformation. Il y a eu un premier pas. Puis, tu sais, il faut rappeler que ce premier pas-là, il a eu lieu en juin dernier. Et quand on décide de faire cette transformation-là en juin dernier, là, rappelons qu'à Montmagny, là, on a annoncé en juin qu'il allait y avoir une transformation. Elle s'est faite, je crois, en janvier. Donc, il y a tout un processus qui est quand même relativement long. Puis une fois que c'est fait, il faut l'analyser, il faut chiffrer ça, il faut vérifier comment est-ce que ça fonctionne bien, pour après ça en changer d'autres. Vous comprenez? On est dans ce concept-là, puis ça se passe très bien actuellement, puis il faut y aller pas par pas. Je pense que le ministre de la Santé a quand même, malgré que ça soit difficile à paraître, là, c'est un homme d'affaires. Hein? Écoutez, c'est pas un médecin. Et je pense qu'il est en train de régler la situation, en tout cas de trouver des solutions comme homme d'affaires et non comme médecin. Et c'est peut-être là la différence par rapport aux autres ministres de la Santé qu'on a connus. Aujourd'hui, dans les médias, puis l'équipe, je parlais de l'équipe tantôt, l'ensemble de mes collègues, on s'entend qu'on a toute qu'une équipe, là, 90 députés au Québec sur 125, c'est une équipe forte, là. Puis M. Dubé, là, est un homme exceptionnel. On a cette chance-là au Québec d'avoir quelqu'un comme lui, appuyé par M. Legault, là, dans la transformation des services de santé qui a lieu. C'est pas évident. Vous le savez comme moi, changer des choses, ça bouscule, c'est complexe. Mais je pense que si on ne réussit pas à faire ce changement-là, tout le monde le sait, hein, combien d'argent est mis au Québec en santé, c'est incroyable. Donc, il a parlé de shaker les colonnes du temple, là, je dirais plus de brasser un petit peu les choses, là. Mais je pense qu'on a l'homme de la situation là, pour justement faire ces transitions-là. Puis il y aura tout mon appui là, à l'intérieur des dossiers de Côte-du-Sud en santé là, pour la suite. Mathieu, un autre gros dossier de notre région, ce sont les éoliennes. On annonçait récemment un projet. J'ai été surpris que ce soit à Cap-Saint-Ignace. Oui. Et c'est une belle annonce. Ça va où, là? Bien, là, on a jusqu'à 2026. Les fils sont attachés, oui. C'était vraiment une annonce. Hein, Hydro-Québec, le gouvernement du Québec. Puis évidemment, ça s'est travaillé avec nos communautés. Hein. Donc, les gens ont signé même des ententes de confidentialité pour s'assurer que ce dossier-là, pour l'appel d'offres qui a été fait là, dans les derniers mois, et oui, d'avoir cette annonce-là dans les dernières semaines. Beau projet, Cap-Saint-Ignace, des retombées importantes pour Côte-du-Sud. Un autre projet encore plus gros, je pense qu'à Cap-Saint-Ignace, c'est 35, une cinquantaine d'éoliennes là, qui vont être réalisées. On parle dans les forêts là, un peu plus haut, évidemment, du comté. Il y a des retombées aussi pour Sainte-Apolline-de-Patonne. Il y a différents endroits là, aussi qui vont avoir, mais particulièrement Cap-Saint-Ignace. Et aussi au Kamouraska, dans le domaine qu'on appelle Picard. Donc, ça, c'est un énorme projet, 350 mégawattheures qui vont être réalisés, Poinégamouk, Picard, donc des retombées importantes pour le Kamouraska aussi. Moi, je m'en réjouis. J'ai eu la chance de parler au préfet, M. Sylvain Roy, et aussi à Mme Caron, pour discuter là, de la suite des choses. Puis, bien, le projet est en cours. Là. C'est pas quelque chose qui va arriver demain matin, mais c'est quand même quelque chose d'important pour la suite. Là. Est-ce que la population a été consultée là-dessus? Parce qu'on sait que les éoliennes, ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Là. C'est sûr qu'elles sont au sud. Ouais. Mais pour avoir vu, moi, dans la région d'Yamaska, il y a des éoliennes à cet endroit-là. Ça fait drôle dans un champ. Là. OK. Comment les gens reçoivent ça, ce projet-là? Bien, d'abord, la façon que le gouvernement du Québec et Hydro-Québec ont mis ça sur pied, c'est vraiment de travailler avec les communautés.
Donc, effectivement, oui, il y a eu ces consultations-là. Puis, tu sais, rappelons-nous, il y a quelques temps, je dirais même une décennie, c'était peut-être plus cavalier, je vais dire ça comme ça. Actuellement, il y a vraiment un travail qui est réalisé avec les communautés pour s'assurer que les gens acceptent là, de pouvoir avoir dans leur communauté des éoliennes. Puis, en majorité, là, c'est très bien vu. Puis aussi de penser aux retombées que ça va apporter directement à nos milieux. Je pense que c'est ça qui est important. En plus d'apporter une énergie qui est propre au Québec, de vouloir développer cette capacité-là au niveau des mégawattheures qu'on pourra avoir pour nos industries, pour les activités futures et l'électrification des transports. Je pense qu'on est chanceux au Québec de pouvoir avoir accès à une énergie propre comme ça. Ça va nous rendre plus prospères et plus verts. Est-ce que c'est l'objectif du gouvernement? Ben oui, c'est sûr. Parce que là, on parle de notre région, mais pour d'autres régions, d'installer des oui, c'est pas terminé. Là, il y a eu une partie là, des blocs d'alimentation, des mégawattheures qui ont été annoncés. Il va en avoir d'autres dans les prochains mois. Parce que M. Fitzgibbon nous a fait peur un peu récemment lorsqu'il a dit qu'il fallait commencer à faire attention à notre électricité. Mais pourtant, le premier ministre veut qu'en 2030, qu'il n'y ait plus de voitures à essence en vente. Il y a une inquiétude. Est-ce qu'on va manquer d'électricité? Je peux vous dire qu'on a quand même un peu fait à la blague, là, justement, ce volet-là, de savoir que M. Fitzgibbon, il ferme peut-être son chauffage la nuit. Là. Je ne suis pas certain que c'est ça qui se passe. Mais effectivement, il y a quand même des transformations importantes qui s'en viennent. Puis je pense à une aussi que je n'avais pas pensé de te parler, mais qu'on a donné un coup de main. J'ai rencontré justement M. Guimond, là, des transporteurs scolaires. C'est aussi une réalité au Québec importante là, de transformer le paysage des autobus scolaires, entre autres. Si on veut qu'en 2030, justement, on y arrive, mais il y a quand même toute une grande transformation qui s'en vient dans les prochains mois, prochaines années pour y arriver. Puis il faut que tout le monde mette la main à la pâte, finalement. Et ces véhicules électriques-là, il faudra les brancher à quelque part. Il faudra avoir exactement. Avoir ce qu'il ça faut prend une infrastructure. De fournir la demande. Hein? On y travaille. Activité de la Mi-Carême, vous êtes allé à l'île aux Grues. On vous a vu sur Facebook avoir beaucoup de plaisir avec M. Généreux, entre autres. Là. Oui. Une belle activité. Et j'apprenais en même temps à Radio-Canada, parce que Radio-Canada a parlé de l'île aux Grues. C'est une très belle... belle... a parlé également de l'île aux Coudes. Je ne savais pas que ça se faisait aussi à l'île aux Coudes. Mais vous, particulièrement, vous êtes allé à l'île aux Grues. Qu'est-ce que vous retenez? Bien, écoutez, c'est la deuxième année que j'y vais. Là, c'est la première année que j'y participais moi-même, là, costumé, puis de vivre vraiment de l'intérieur la Mi-Carême, effectivement. Puis je peux vous dire que l'énergie là, qui s'y dégage, puis aussi la possibilité, j'ai eu l'opportunité aussi de partager des moments avec Huguette Vachon, femme de Riopelle. On a pu parler aussi des activités de Riopelle qui s'en viennent aussi dans la région. Donc, c'était un moment pour moi de prendre un petit temps d'arrêt, on va dire ça comme ça aussi, mais de bien comprendre quelle est cette fête-là, le patrimoine derrière, tout ce volet de tradition-là aussi, puis de surtout voir beaucoup de jeunes y travailler. On s'entend que la Mi-Carême, c'est la conception de costumes, puis c'est flamboyant. Là. Il y a quelque chose d'extraordinaire de voir des jeunes faire de la couture, préparer leur costume. Édith Rousseau aussi qui a animé une exposition sur la Mi-Carême. J'ai pu y assister aussi. Fait que vraiment d'aller à la rencontre des gens, de mieux connaître cette fête-là, ça a été un week-end d'exception, comme on dit. Mathieu, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter? Vous étiez sur place. Bon, la relève, et je pense, dans le reportage, on mentionnait là, que la relève est encore là, mais est-ce qu'elle est assurée pour les prochaines années? J'ai envie de dire vous avez posé cette question-là. Est-ce que vous avez demandé aux gens? Parce qu'on voyait qu'il y avait encore un intérêt, puis il y a eu diminution de ces événements-là avec la COVID. Oui. Comment vous avez perçu ça? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter que cette fête-là disparaisse? C'est vraiment ce qui m'a étonné de voir, ça m'a même surpris, mais de voir la beauté du travail intergénérationnel qui est fait. Là. Il y avait de nombreux jeunes qui participaient à la Mi-Carême. J'ai envie de vous dire plus de jeunes que de personnes d'un certain âge, on va dire ça comme ça. Puis j'ai su aussi que la Mi-Carême se fêtait peut-être l'île aux Grues, les îles de la Madeleine, Mingan, Rimouski. Ma collègue Maïté aussi me disait « Ah oui, à Rimouski, il y a quelque chose d'un peu différent, mais et qui continue. » Je vous dirais que je n'ai pas de crainte pour la suite. Là. Je pense que c'est une belle fête. À l'île aux Grues, on y tient. Puis ils peuvent compter sur ma présence l'année prochaine également. Vous avez parlé avec Mme Vachon parce qu'on va souligner cette année le 100e anniversaire de Riopelle. Quelle est votre implication à ce niveau-là? Bien, elle est d'abord le 15 juin prochain.
il y aura une activité qui va lancer le vernissage ici à la bibliothèque de Montmagny. Ce vernissage-là, s'il y a des gens qui veulent de l'information pour savoir comment ça fonctionne, là, c'est un événement bénéfice pour la bibliothèque. Ils peuvent se renseigner directement à la bibliothèque, mais ça va être un événement haut en couleur qui vont lancer les festivités Mon cher Jean-Paul. Puis j'ai souhaité donner un coup de main. Vous savez que j'ai eu quand même un parcours dans ma vie d'organisateur de projets, de gestionnaire culturel, d'une connaissance très vaste, si on veut, des musiciens, des gens de notre région, mais au Québec. Donc, il y aura une partie par la suite de cette activité de vernissage-là qui va être ouverte à tous, Place Montel en soirée. Donc, je fais déjà l'invitation au monde de mettre à leur agenda le 15 juin en soirée, de venir nous visiter pour cette activité-là. Et évidemment, là, je serai présent puis je souhaite pouvoir accompagner autant les gens de la bibliothèque, les gens aussi de la SDEM qui participent aussi à l'organisation de cette fête-là, les gens des Arts de la Scène également. Donc, il y aura de nombreuses surprises là, qui vont accompagner cette activité-là et qui va aussi donner l'opportunité aux gens de connaître quelles seront les activités pour les fêtes du 100e anniversaire de Jean-Paul Riopel, ici même, Île-aux-Grues, Montmagny, dans notre région. Parce qu'il y aura des festivités partout au Québec. Mais je pense que c'est important de souligner le fait que M. Riopel a été ici à l'Île-aux-Grues pendant plus d'une trentaine d'années, qui a laissé sa marque, que son inspiration aussi, qu'il a réalisée partout à travers le monde, provient de la chasse à la sauvagine, des oies, du canot à glace. Donc, tout ce volet-là, bien, il est important pour nous, puis il faut le souligner, puis il faut être fier de ça. Puis je souhaite participer à cette fête-là et d'encourager les gens à le faire également. Mathieu, je termine avec la visite cette semaine de Bernard Drinville, qui est ministre de l'Éducation, qui est une annonce. Bien, écoutez, d'abord, le ministre est aussi responsable de Chaudière-Appalaches. Donc, moi, j'ai cette opportunité-là d'avoir deux caucus, deux fois où est-ce que je rencontre l'ensemble des députés de Chaudière-Appalaches. Toute l'équipe là, avec Bernard Drinville, Mme Biron, Isabelle Lecourt, Samuel Poulain, Luc Provençal, toute notre équipe, là, Stéphanie Lachance ici dans Bellechasse, et l'autre volet qui est dans le Bas-Saint-Laurent avec Maïté, Amélie Dionne à Rivière-du-Loup, mes collègues aussi de la Gaspésie, de la Côte-Nord qu'on rassemble aussi dans ces caucus-là. Donc, Bernard nous offre la possibilité de venir passer un moment. Et vous savez combien les gens de notre milieu sont en attente pour le complexe culturel et sportif. Je me suis donné ce défi-là, ce mandat-là dans les premiers mois, de m'assurer de trouver l'angle possible pour que ce beau projet-là puisse être déposé dans les bons créneaux, dans des programmes existants qui sont normés, qui ont des exigences particulières. M. Drinville vient, entre autres, visiter là, ici la polyvalente Louis-Jacques Cazot avec des intervenants. On va lui faire rencontrer différentes personnes. Et je fais une invitation particulière parce que sous forme de 5 à 7, là, il y aura un moment réservé pour les membres de la CAQ. Donc, les gens qui sont ici dans notre milieu et qui veulent appuyer le travail qu'on fait, bien, je les invite là, à appeler au bureau de circonscription pour pouvoir devenir membre et, s'ils le souhaitent, venir passer une petite heure là, en compagnie de M. Drinville là, sous forme de 5 à 7, ici même à Montmagny. OK. Et le dossier de la salle des Deux de Bélanger, ça fait quand même plusieurs mois qu'il est déposé. Ça fait plus d'1 an. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Est-ce que j'ai des nouvelles vous êtes allé voir dans le bureau du ministre de la Culture? Il est où dans la pile, le dossier? Là? Oui, bien, je peux vous dire que malheureusement, au Québec, actuellement, au niveau du PQI qu'on appelle, puis tout ça, c'est pas des années, là, cette année-ci, là, où est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient annoncées qui ne sont pas réalisées encore. Donc, on va commencer par faire ça. Mais d'une façon hebdomadaire, là, je m'occupe du dossier, puis on va rencontrer les gens nécessaires. Le dossier est en bonne position, puis on souhaite faire en sorte qu'il puisse cheminer de la meilleure façon. Puis je peux vous dire, j'y crois vraiment. Puis c'en est un exemple, M. Drinville qui vient ici, qui prend la peine de venir visiter, qui est au courant. Je peux même vous souligner là, que j'ai reçu l'appui de l'ensemble des députés de Chaudière-Appalaches dans ce projet-là. Donc, pas par pas, dans les prochains jours, même aujourd'hui, on a d'autres rencontres là, au niveau du complexe. On avance. Vous savez que vos électeurs ont beaucoup d'attentes envers vous. Parfait. On est là. On est au rendez-vous. Pour notre région, pour Montmagny immédiat, c'est vraiment la salle des Douanes Bélanger, la réfection puis le complexe que les gens attendent avec impatience. D'ailleurs, ça va faire exploser le dossier pour la population de Montmagny. Ben oui. Que ça va, puis, tu sais, au niveau du développement de Montmagny, entre vous et moi, c'est une nécessité. T'sais, on s'entend que des infrastructures qui permettent à des jeunes de s'épanouir, de faire des activités dans un endroit sain, adéquat, sécuritaire,
c'est un besoin. D'ailleurs, la piscine en témoigne, qu'il y a des travaux importants qui doivent se réaliser. Donc, je pense qu'on a une belle opportunité. On a trouvé l'angle nécessaire. Maintenant, il faut se remettre tout le monde ensemble. Et pour développer notre région aussi, le troisième lien. On en parlera avec ma collègue Geneviève Guilbeault. On va tout savoir plein de belles choses dans les prochaines semaines. Vous regarderez la caricature dans le Journal de Québec. OK, je l'ai pas vu. Très encourageant. Je vais aller la voir. OK, je vais aller voir ça. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est toujours très intéressant de voir où en sont nos dossiers dans notre région. Alors, Mathieu Rivet, on se retrouve dans un mois. Ça complète